Un seuil est franchi et la route change de statut en silence. D'une voie seulement rendue praticable, on passe à un bitumage annoncé et lancé, avec 9 mètres d'emprise et des accotements qui élargissent nettement le gabarit, rendant les croisements plus lisibles et réordonnant déjà les flux entre Cahaya et Barçalo. Pourquoi ce détail compte-t-il autant pour les usagers et les riverains? Quand Ibrahim Traoré relie une promesse publique à une instruction d'exécution, puis à une avancée que chacun peut constater semaine après semaine. La technique devient un signal, et la confiance se met à bouger. Ce récit ne promet pas une prouesse spectaculaire, ni un bouleversement immédiat. Il propose autre chose. Comprendre ce que change réellement une décision quand elle quitte le registre de l'annonce pour entrer dans celui de l'exécution visible. Ici, l'enjeu n'est pas seulement de rouler plus vite, mais de savoir si une promesse publique peut être suivie, élargie, puis tenue sans rupture. Pour l'usager, le bénéfice est concret. Des déplacements plus réguliers, plus sûrs, plus prévisibles, sans dépendre de l'état aléatoire d'une piste dégradée. Pour l'administration locale, c'est un test de crédibilité car chaque mètre bitumé transforme une attente abstraite en repère tangible. Dans le contexte du Burkina Faso, une route départementale bitumée devient à la fois un levier économique, social et administratif. Elle conditionne l'accès au marché, la mobilité des services publics et la continuité des échanges. C'est à ce niveau que la référence à Ibrahim Traoré cesse d'être un nom et devient un point d'alignement entre parole, instruction et effet observable. La décision a déjà produit un effet mesurable. Le bitumage est engagé sur une emprise de 9 mètres avec des accotements clairement identifiables, alors que l'objectif initial se limitait à rendre la voie praticable. Cette inflexion transforme immédiatement la lecture du projet, car elle fait passer la route Cahaya-Barçalo d'une logique de dépannage à une logique de durabilité. Ce chiffre, simple en apparence, suffit à signaler un changement d'ambition. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir au point de départ. Lors d'une visite de reconnaissance, le constat portait sur l'état dégradé de la voie et sur la difficulté quotidienne des déplacements. L'attente exprimée était modeste et fonctionnelle. Permettre aux populations de rallier plus rapidement Cahaya d'un côté, Barçalo de l'autre. À ce stade, la promesse publique s'inscrivait dans une amélioration minimale sans transformation lourde. Le cadre évolue lorsque l'instruction donnée, ensuite, ne se limite plus à corriger, mais vise explicitement le bitumage complet. Cette continuité entre engagement initial et décision élargie, attribuée à Ibrahim Traoré, modifie la nature du projet. Une route bitumée ne change pas seulement la surface de roulement, elle modifie les usages, les volumes de circulation et la perception de l'espace traversé. Elle introduit aussi une attente plus exigeante, car ce qui est durable appelle une exécution suivie. Un autre élément éclaire ce contexte, la séquence d'intervention. Le gros du travail préparatoire a été réalisé en amont par le génie militaire avant l'arrivée des équipes dédiées à la couche de roulement. Cette organisation en 2 temps révèle une méthode. D'abord, consolider la structure. Ensuite, assurer la finition destinée à un usage civil intensif. Cette approche réduit les ruptures de chaîne de chantier et accélère la mise en service effective. Enfin, le projet s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Bien que départementale, la route Cahaya-Barçalo devient un cas d'école. Elle montre comment une promesse ciblée peut s'intégrer dans une vision de réseau où chaque tronçon contribue à la fluidité générale. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré prend sens comme point d'ancrage d'une décision devenue structurante au-delà de ces kilomètres. Sur le terrain, le projet cesse d'être abstrait et prend visage à travers ceux qui l'exécutent. Le responsable technique présent sur le chantier ne parle pas de stratégie ni de discours politique, mais d'une succession de gestes concrets, reconnaissance du tracé, préparation, consolidation, puis mise en œuvre de la couche de roulement. Ce rôle de relais est central. Il traduit une décision venue d'en haut en paramètres compréhensibles pour les riverains et mesurables pour les usagers. Les premiers effets apparaissent avant même l'achèvement des travaux. Une emprise élargie modifie immédiatement la lecture de la route,
les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit les incertitudes quotidiennes liées aux pistes étroites et dégradées. Le risque n'a pas disparu, mais il devient plus prévisible. Un second impact se lie dans la temporalité. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont permet une continuité rare dans ce type de chantier. Les interruptions sont limitées et la progression reste visible semaine après semaine. Cette régularité nourrit une attente positive. Le chantier avance sans rupture apparente et chaque étape renforce la crédibilité de la suivante. Il existe aussi un effet social immédiat. La population locale est décrite comme présente et engagée au point d'apporter un soutien matériel. Cette implication transforme le chantier en projet partagé. L'infrastructure n'est plus perçue comme imposée mais accompagnée. Une ligne se dessine alors entre l'effort public et l'adhésion collective. À ce stade, la route n'est pas encore terminée, mais son sens est déjà clair. Elle n'est plus provisoire. Elle devient un repère. Et c'est précisément ce basculement précoce qui donne au projet une portée qui dépasse son tracé local. Tout commence par une observation simple, presque banale. Lors d'une visite de reconnaissance, l'état de la voie Caya-Barçaló est constaté comme difficilement praticable. La promesse formulée à ce moment-là est volontairement limitée. Rendre la route carrossable afin de faciliter les déplacements quotidiens entre les deux pôles. Cette première étape fixe un horizon clair, mesurable, sans engager encore de transformation lourde. Elle répond à l'urgence, pas à la projection. La dynamique change lorsque l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer, mais de bitumer. Cette décision marque un passage net du provisoire au durable. Le chantier est alors structuré en séquences distinctes. D'abord, la préparation du tracé et la consolidation du fond de forme. Ensuite, l'intervention sur la couche de roulement. Ce découpage n'est pas anodin. Il sécurise l'investissement, limite les reprises coûteuses et maintient une progression visible, étape après étape. Le rôle du génie militaire constitue un moment clé de cette montée en puissance. En assurant le gros œuvre en amont, il accélère le calendrier et stabilise la base technique. Cette intervention crée un socle sur lequel les équipes civiles peuvent intervenir sans délai excessif. La route cesse d'être une succession de promesses pour devenir un espace en transformation constante. Chaque phase prépare la suivante, sans rupture apparente. Le point de haute intensité correspond à l'apparition du bitume lui-même. La couche de roulement, déployée sur une emprise de 9 mètres avec accotement, matérialise la décision. À ce stade, le changement n'est plus discursif. Il est visible, tangible, mesurable. Les flux commencent déjà à s'ajuster avant même l'achèvement total. La circulation se réorganise autour de ce qui est perçu comme un futur axe structurant. C'est à ce moment précis que la figure politique revient dans le récit. La référence à Ibrahim Traoré n'est pas répétée comme un slogan, mais comme un fil de continuité. Elle relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée sur le terrain. Cette cohérence narrative renforce l'idée que la décision suit un cap, plutôt qu'une suite d'annonces isolées. Les répercussions s'étendent alors au-delà du chantier immédiat. Bien que départementale, la route Caya-Barçaló s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Chaque avancée locale devient un signal adressé à d'autres territoires. Le projet dépasse son tracé pour devenir une référence de méthode. Ce qui était un déclencheur ponctuel se transforme en séquence structurée où chaque étape alimente la suivante et installe l'idée qu'une promesse peut, concrètement, changer d'état. Le premier repère mesurable est simple et central. L'emprise de 9 mètres décidée pour la couche de roulement. À l'échelle d'une route départementale, ce chiffre marque une rupture nette avec les standards minimaux. Il signifie 2 voies suffisamment larges pour des croisements sûrs, complétés par des accotements structurés. Concrètement, on passe d'une circulation contrainte, lente et prudente à une circulation plus régulière où les frictions entre usagers diminuent. Le delta est visible sans instrument complexe. L'espace disponible change la manière de rouler. Ce premier indicateur permet de comparer clairement un avant et un après. Avant, la voie était pensée pour être simplement carrossable, avec des marges réduites et une tolérance élevée aux irrégularités.
Après la décision de bitumage, la largeur devient un paramètre de sécurité et de fluidité. L'écart n'est pas seulement spatial, il est fonctionnel. Une route étroite impose la lenteur et l'anticipation permanente. Une route élargie autorise la régularité. Ce changement modifie les usages avant même la fin du chantier. Le deuxième repère quantifiable tient à la méthode de construction. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont introduit une distinction claire entre fondation et finition. Même sans multiplier les chiffres, cette séparation en phase est un indicateur de robustesse. Elle réduit le risque de dégradation précoce et allonge la durée de service attendue. Là encore, le delta est implicite mais lisible. On passe d'une logique de réparation répétée à une logique d'investissement conçue pour durer. Un troisième indicateur concerne l'intégration du projet dans le réseau. La route Cahaya-Barçalo est qualifiée de départementale, mais elle est explicitement inscrite dans une mission nationale de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Ce glissement d'échelle est mesurable en termes de priorité. Une départementale traitée comme un axe structurant change de catégorie fonctionnelle. L'écart n'est pas un chiffre isolé, mais un changement de statut dans la hiérarchie des routes. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une cohérence. La largeur, la méthode et l'intégration réseau convergent vers une même lecture. Le projet vise la stabilité plutôt que le simple dépannage. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques vérifiables. La crédibilité ne repose pas sur un discours, mais sur des écarts observables entre ce qui existait et ce qui est en train de se mettre en place. La progression continue du chantier devient elle-même un indicateur temporel. Chaque semaine visible ajoute un surplus de confiance. Même sans connaître les calendriers détaillés, les usagers constatent l'avancée. Cette perception joue un rôle équivalent à un chiffre. Elle stabilise les anticipations et réduit l'incertitude. En résumé, la preuve ne repose pas sur une accumulation de données, mais sur quelques mesures clés, cohérentes et lisibles. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme point d'alignement entre décisions politiques et indicateurs concrets. L'écart est là, visible et déjà en usage. L'argument le plus solide contre ce type de projet se formule en 2 points clairs. D'abord, certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources qui devraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'une voie secondaire serait jugé insuffisant au regard des besoins globaux du réseau. Une départementale, même améliorée, resterait structurellement secondaire. La priorité, selon cette logique, devrait aller au corridor majeur, capable d'absorber des volumes plus importants. Ensuite, une autre critique porte sur la durabilité. Une route bitumée peut se dégrader rapidement si l'entretien ne suit pas, en particulier dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène. L'investissement initial pourrait alors perdre de sa valeur, transformant une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État. Cette inquiétude n'est pas théorique. Elle s'appuie sur des expériences passées où l'absence de suivi a réduit les bénéfices attendus. Ces 2 arguments reposent autour d'une logique de priorisation et de soutenabilité qu'il serait imprudent d'écarter d'un revers de main. La réponse, toutefois, s'appuie sur les éléments observables du projet lui-même. Le choix d'une emprise de 9 mètres et la séparation nette entre gros œuvres et couches de roulement indiquent une conception pensée pour absorber un usage réel, pas symbolique. Ce n'est pas une amélioration minimale, mais une standardisation qui rapproche la départementale d'un axe structurant. Dans cette perspective, la hiérarchie classique des routes devient moins rigide. Une voie secondaire peut jouer un rôle clé si elle fluidifie l'ensemble du réseau. Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire change également la donne. En sécurisant la base, elle réduit précisément le risque de dégradation précoce qui alimente la critique. Le raisonnement ne supprime pas la nécessité d'entretien, mais il déplace le débat. On ne parle plus d'un bitume fragile, mais d'un investissement conçu pour durer plus longtemps que des solutions temporaires. Enfin, l'inscription explicite de ce chantier dans une mission nationale suggère une logique systémique. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré n'est pas un argument d'autorité, mais un point de cohérence politique.
Les objections restent valides en théorie, mais les choix techniques observés réduisent leur portée pratique et déplacent la question vers un enjeu nouveau. Comment généraliser sans diluer les moyens ? À ce stade, le projet cesse d'être lu comme une simple infrastructure locale et bascule vers autre chose, une manière de décider et d'exécuter. La route Cahaya-Barçaló n'est plus évaluée uniquement par son tracé ou son état d'avancement, mais par ce qu'elle démontre en termes de processus. La promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution visible s'enchaînent sans rupture apparente. Ce fil continu change la nature du récit. Le basculement est discret. Il ne tient pas dans une annonce spectaculaire, mais dans la continuité du chantier. La progression régulière, la lisibilité des phases et l'absence de retour en arrière transforment la perception. On ne se demande plus si la route sera faite, mais ce que cette manière de faire annonce pour d'autres axes comparables. Le chantier devient une référence implicite. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré retrouve une place particulière. Elle ne sert plus à rappeler l'origine politique de la décision, mais à incarner ce moment charnière où l'action devient preuve. La cohérence observée entre parole, instruction et bitume posé installe une nouvelle attente. Si cette méthode fonctionne ici, peut-elle devenir la norme ailleurs ? À mi-parcours, la question centrale n'est donc plus technique. Elle porte sur la capacité à transformer une promesse ciblée en standard reproductible. Le chantier change de statut et avec lui la lecture de l'action publique. Les effets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité. La route restructure déjà les usages. Pour les autorités publiques, une voie départementale stabilisée réduit d'abord la pression sur les interventions d'urgence. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles et la planification cesse d'être dominée par la réparation permanente. Cette continuité facilite le suivi des politiques locales, car l'accès au territoire n'est plus conditionné par l'état incertain de la piste. La route devient un outil de régularité, pas un facteur d'aléa. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact est immédiat et opérationnel. Le transport des marchandises gagne en fluidité, avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une chaussée bitumée sur une emprise de 9 mètres autorise un trafic plus dense et plus sûr, ce qui élargit les plages horaires possibles et stabilise les volumes transportés. Les commerçants locaux bénéficient d'une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que les opérateurs plus structurés peuvent envisager des itinéraires réguliers sans intégrer systématiquement le risque de dégradation. À ce niveau, l'infrastructure agit comme un multiplicateur sans nécessiter d'équipements annexes complexes. Du côté des habitants, l'effet se mesure surtout en temps et en sécurité. Rallier Cahaya ou Barçaló n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements et la largeur réduisent les situations de conflit entre usagers, notamment entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration transforme les routines quotidiennes. L'accès aux soins, à l'école ou au marché devient plus fiable. La route cesse d'être un obstacle et s'intègre progressivement comme support de la vie sociale. À l'échelle du territoire et de la région, enfin la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'insère plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger. Les flux se répartissent mieux et l'ensemble du réseau gagne en lisibilité. Ce qui relie ces 4 niveaux, c'est la cohérence entre décision et effet observable. Dans cette lecture, la référence à Ibrahim Traoré revient comme un point de synchronisation. Elle rappelle que les impacts constatés aujourd'hui découlent d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. La route n'est pas seulement en construction, elle est déjà utilisée comme si elle était acquise, et cette appropriation rapide constitue peut-être l'indicateur le plus parlant de sa pertinence. Dans un scénario de base, la route Cahaya-Barçaló est achevée dans la continuité observée et intégrée sans rupture dans l'usage quotidien. Les flux se stabilisent, les acteurs locaux ajustent leurs pratiques et l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental. La priorité se déplace alors vers la maintenance régulière. Si l'entretien suit un rythme cohérent, la durabilité s'installe. S'il tarde,
Les gains restent visibles sans s'effondrer immédiatement. Ce scénario ne transforme pas tout, mais il consolide l'existant et valide la méthode. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement. La réussite visible du chantier sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. La logique observée ici est reproduite ailleurs. Décision claire, phasage lisible, exécution continue. Dans ce cas, les routes départementales cessent d'être perçues comme secondaires et deviennent des relais structurants. L'instruction initiale associée à Ibrahim Traoré prend alors une dimension systémique. Une promesse locale se transforme en standard d'action. Les collectivités anticipent mieux, les opérateurs investissent plus sereinement et la confiance s'élargit au-delà du tracé concerné. Le scénario dégradé, enfin, repose sur un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. Dans cette hypothèse, la promesse reste tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit. L'axe fonctionne sans devenir le modèle attendu. La décision n'échoue pas, mais elle ne s'inscrit pas durablement. Ces trois trajectoires reposent sur une variable clé, la continuité. Si la décision est suivie par l'entretien, alors l'investissement se prolonge dans le temps. Si elle ne l'est pas, alors l'impact reste ponctuel. Ce raisonnement conditionnel clarifie l'enjeu sans prédire l'avenir. Il déplace la discussion du résultat immédiat vers la préparation de l'après. À ce stade, la question centrale n'est donc pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. La route, déjà en usage, devient un test silencieux de cette capacité à penser au-delà de la livraison. Pour l'usager ordinaire, l'effet de la route se manifeste d'abord à une échelle personnelle. Une chaussée plus stable réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les trajets prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur immédiate. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer en permanence l'aléa lié à l'état de la voie. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et ce sont souvent ces gains discrets qui modifient durablement les comportements. Pour le travailleur mobile, chauffeur, commerçant itinérant ou agent de service, l'impact se traduit en continuité. Une route bitumée limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure liée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. La régularité devient un atout économique indirect mais réel, car elle stabilise les activités dépendantes du déplacement. À l'échelle collective, ces ajustements répétés produisent un effet cumulatif. Pour les communautés riveraines, la route devient un espace partagé plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité, et la circulation s'organise selon des règles plus claires. Ce cadre réduit les conflits d'usage et renforce le sentiment que l'infrastructure est pensée pour durer. La route n'est plus un passage subi, mais un élément intégré à la vie quotidienne. Deux gestes simples peuvent accompagner cette transition. D'une part, observer comment les usages évoluent réellement à mesure que le bitumage avance, qui circule, à quel moment et pour quels besoins nouveaux. D'autre part, considérer l'entretien comme une responsabilité partagée où l'appropriation locale complète l'action publique. Ces ajustements ne demandent pas de grands discours, mais une attention régulière. En comprenant ces impacts concrets, le lecteur peut situer ce chantier non comme un fait lointain, mais comme un exemple proche, transposable à d'autres routes et à d'autres territoires. À ce stade, la question n'est plus de savoir comment livrer la route, mais comment faire durer ce qui est en train d'être construit. Un premier levier consiste à clarifier la responsabilité du suivi. Qui observe l'état de la chaussée? À quel rythme et selon quels repères visibles? Définir ce cadre dès maintenant évite que l'entretien ne soit traité comme une urgence future. La route Cahia-Barsalo, déjà observée et commentée, offre un terrain propice à cette clarification. Le deuxième levier concerne la planification temporelle. Un calendrier simple, même indicatif, permet d'anticiper des interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments de vérification réguliers. Cette approche transforme l'entretien en routine plutôt qu'en réaction tardive. La continuité devient un choix organisé, pas un pari. Troisièmement, la coordination entre acteurs est décisive.
L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception, exécution et suivi. Prolonger cette logique après la livraison réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent alors une même lecture de l'état de la route, ce qui limite les malentendus et accélère les ajustements nécessaires. Un quatrième levier porte sur la mesure sans inflation de chiffres. Quelques indicateurs simples suffisent: continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces repères rendent la performance observable sans dépendre d'un discours. Ils permettent d'évaluer si la promesse initiale se maintient dans le temps. Enfin, la réplicabilité constitue l'étape suivante. Si ce schéma fonctionne, il peut être adapté à d'autres axes comparables. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. La promesse élargie, suivie d'une exécution visible et d'un cadre de suivi, devient un modèle d'action publique, fondé sur la continuité plutôt que sur l'annonce. Au départ, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie difficilement praticable, presque invisible dans le quotidien. Ce souvenir initial sert aujourd'hui de point de contraste. Là où l'on parlait d'un accès minimal et incertain, le bitumage en cours dessine une continuité lisible, faite de gestes techniques répétés et d'une avancée régulière. La route Cahaya-Barsalo n'est plus une hypothèse évoquée lors d'une visite, mais un objet concret qui s'impose progressivement dans les usages. Ce basculement ne tient pas à une image spectaculaire, mais à une accumulation de preuves. La présence constante des équipes, la stabilité du tracé et la cohérence des phases ont remplacé l'incertitude par une forme de confiance prudente. Chaque mètre posé rappelle le chemin parcouru depuis l'observation initiale. Le projet gagne en densité précisément parce qu'il reste sobre. C'est dans ce retour au point de départ que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement, non comme un rappel appuyé, mais comme un fil conducteur reliant la parole de terrain, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier. La route parle désormais pour elle-même. Elle montre que certaines décisions, lorsqu'elles sont suivies jusqu'à leur matérialisation, laissent une impression durable sans chercher l'effet. Une promesse tenue change le paysage. Au terme de ce parcours, la route apparaît moins comme une exception que comme un symbole discret. Elle suggère que l'action publique gagne en crédibilité lorsqu'elle accepte d'être évaluée sur des paramètres simples, observables et continus, plutôt que sur des annonces isolées. Au-delà de cette route précise, le récit invite à déplacer le regard. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer un chantier achevé ou presque, mais d'observer ce qui se passe après. Une fois le bitume posé, quelles pratiques s'installent réellement? Comment les usages évoluent-ils, semaine après semaine, et quels signaux faibles méritent d'être relevés avant qu'ils ne deviennent des problèmes visibles? Cette attention au temps long donne un sens nouveau à l'infrastructure. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter une décision, mais de s'exercer à comparer. Comparer cette route avec d'autres axes similaires. Comparer les promesses formulées ailleurs avec ce qui est effectivement livré ici. Interroger la capacité à généraliser sans diluer, à entretenir sans attendre la dégradation, à rendre l'action publique lisible sans la surcharger de discours. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré peut être lue comme un repère, non pour clore le débat, mais pour l'ouvrir. Elle pose une question simple et exigeante. Que devient une promesse lorsqu'elle accepte d'être suivie, mesurée et discutée dans la durée? La réponse ne se trouve pas dans une déclaration finale, mais dans l'observation continue des effets. Alors, au fil des prochains mois, une invitation demeure. Regardez ce qui se passe après la livraison, écouter les usages ordinaires et se demander si cette manière de faire peut, ailleurs aussi, transformer la relation entre promesse publique et confiance collective.